Philippe Besson, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau roman qui a pour titre Les Passants de Lisbonne, un livre publié aux éditions Julliard. En quelques mots, eh bien, il faut dire que vous êtes l'un des romanciers français les plus appréciés. Chacun de vos livres rencontre énormément de succès. Vous publiez déjà depuis une bonne petite dizaine d'années. 15 ans, 2001, oui, ça ne rajeunit pas, Philippe. Ça fait 15 ans que je vous vois régulièrement. Oui, vous n'avez pas vu le temps passer, c'est bien. J'ai pas vu le temps passer, ni vous non plus d'ailleurs. Vous avez été à la télévision dans Paris Dernière pendant de très nombreuses années, une émission que les fanatiques regrettent. Et puis là, une de vos pièces, on va en reparler dans un instant, a eu un certain succès aussi à Paris. C'était un tango au bord de mer et vous préparez aussi une deuxième pièce. Vous allez probablement nous dire ça dans un instant. Alors, parlons d'abord des passants de Lisbonne. Qui sont ces passants de Lisbonne? Parce qu'il y a du monde à Lisbonne, mais ce sont des passants bien particuliers. Oui, il y a beaucoup de monde à Lisbonne et beaucoup de gens qui déambulent, parce que c'est une ville de déambulation, effectivement, Lisbonne. Mais là, il s'agit juste d'un homme et d'une femme qui ne se connaissent pas. Ils sont français, donc ils sont étrangers dans cette ville portugaise. Et ils sont dans le même hôtel. Et puis, cet homme, un jour, aperçoit la femme dans le bar de l'hôtel et il est intrigué par sa tristesse. Il se dégage d'elle quelque chose d'assez immobile et fixe qui l'intrigue, parce que voilà, Lisbonne, pour lui, c'est la ville du mouvement. Alors, il se dirige vers elle et il entame la conversation. Et il va comprendre qu'en fait, cette femme est venue faire son deuil, d'une certaine manière, à Lisbonne, puisqu'elle a perdu l'être le plus cher dans une catastrophe lointaine. Et elle est là pour essayer de guérir un peu de cette absence. Et lui, au fond, il est aussi dans une forme de chagrin. Et ces chagrins vont se rencontrer. Et ces deux personnes vont essayer de se sauver l'une l'autre. Ce qui est terrible dans votre livre, c'est que vous envisagez un tremblement de terre qui dévaste San Francisco. Oui, j'ai beaucoup d'imagination. Alors j'aurais pu effectivement choisir une catastrophe qui s'est réellement produite. Le 29 janvier. Je sais que votre anniversaire est pas très loin du 29 janvier. Il est même exactement le 29 janvier. Oui, c'est ça. Il faut bien que je trouve des dates. Voilà. Pour mon anniversaire, tiens, si j'avais un tremblement de terre. Non, en fait, c'est vrai que les catastrophes, c'est pas ce qui manque, mais j'avais envie d'en inventer une. Pourquoi? Parce que d'abord, je suis un romancier et que ça m'intéresse toujours d'essayer de construire une fiction. L'autre chose aussi, c'est parce que il se trouve que je vis une grande partie du temps en Californie et que quand vous vivez là-bas, et singulièrement de Los Angeles, San Francisco, vous vivez finalement au rythme des alertes sismiques. On vous dit, il y a le Big One qui arrivera un jour ou l'autre, la faille de San Andreas s'ouvrira et il y aura un tremblement de terre dévastateur qui peut-être anéantira San Francisco. Et si en plus l'épicentre est dans le Pacifique, il y aura un tsunami. Bon, tout ça on le sait, c'est comme une espèce de menace qui pèse sur nous mais qui est irréelle. Vous savez, ces menaces qui nous entourent, mais on se dit ça n'arrivera jamais. Puis le jour où ça nous arrive, on a un stupeur et l'effroi et on a oublié qu'on avait été prévenu. Et je me suis dit, cette femme, voilà, elle est devant son écran de télévision. Et elle regarde la catastrophe se produire. Et parce que maintenant, les catastrophes, elles se produisent en direct. Tout est en direct. Et donc, elle voit la catastrophe se produire. Et elle, évidemment, c'est une chose un peu particulière parce qu'elle sait que son mari, il est là-bas, dans cette ville qui s'écroule. Voilà, ça change tout. Petite parenthèse qui n'a rien à voir avec le roman. Vous êtes un auteur que je considère comme un auteur très français, avec des racines françaises, et vous avez une grande admiration pour la littérature française. Oui. Comment peut-on en même temps se construire une vie en Californie? Bon, vous me direz, après tout, quand on a une page blanche, que la page blanche soit écrite à l'île de Léron, à l'île de Ré, qui sont un peu sur l'Atlantique, qui sont vos lieux favoris. Oui. Plutôt qu'en Californie, c'est la même chose. Oui. Mais comment est-ce que vous êtes... D'où vient cette idée de vous déplacer là-bas? En fait, je pense que je déteste l'immobilité. J'ai un problème avec les racines, avec tout ce qui vous maintient dans la terre, tout ce qui vous arrête ou vous ralentit. Je suis quelqu'un d'assez mobile et puis, depuis très jeune, j'ai des envies d'ailleurs. J'ai toujours eu envie de partir. Voilà, je ne sais pas d'où ça me vient, mais en tout cas, très vite, j'ai eu envie d'aller ailleurs et la chance a voulu que j'ai pu le faire. Donc, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Et puis, quand vous avez voyagé beaucoup, il y a des moments où vous trouvez des havres, vous trouvez des lieux où vous vous dites, tiens, là, je pourrais peut-être rester un peu. Alors, ça m'est arrivé quand j'avais 25-30 ans avec l'Italie, où j'ai beaucoup passé de temps. Ça m'est
m'est arrivé aussi un moment avec Londres. Et puis après, j'ai découvert la Californie et j'y vais, voilà, j'y passe 2 à 3, parfois plus 4 mois, chaque année depuis une dizaine d'années. Et c'est vrai que c'est un endroit assez agréable parce que c'est un endroit de grande vacuité pour moi et donc je suis disponible pour l'écriture. D'abord, il y a 9 heures de décalage horaire, 9000 kilomètres, donc la France c'est lointaine, elle cesse d'exister, donc vous n'êtes qu'avec le livre en train de s'écrire. On Et ne c'est peut vrai pas que vous appeler toute la journée. non, En voilà, réalité, exactement. il faut attendre 10 heures du soir pour... Voilà. Et pour, l'écrivain, c'est quelqu'un effectivement qui peut faire son travail n'importe où, parce qu'il se fabrique son propre univers mental. Donc voilà, je me fabrique mon propre univers et j'invente des choses comme ça. Et ces passants de Lisbonne, notamment, je les ai écrits pour partie en Californie, en m'imaginant justement que les immeubles de San Francisco que je voyais devant moi s'écroulaient. Alors, dites-moi, évidemment, Lisbonne, c'est une ville que vous connaissez Oui. et que vous aimez aussi. Hein. Profondément, parce que c'est une ville très, très étrange et très singulière en Europe, parce que c'est une ville à la splendeur un peu fanée, c'est-à-dire que quand on se promène dans Lisbonne, c'est des ruelles, c'est des mosaïques, c'est des murs un peu vérolés, des façades un peu ébréchées, c'est des tramways qui couinent, c'est du linge aux fenêtres, c'est des collines qui dégringolent, c'est le Tage juste à côté. Bon, ça se modernise évidemment, mais enfin, ça reste. Puis c'est une ville de quartier, voilà, le Berro Alto, le Chiado, ça. Donc c'est une ville très, très intime et très mystérieuse que j'aime profondément et dans laquelle on peut se perdre, donc se trouver. Et j'aime énormément ça. Et puis il se trouve que j'ai une assez grande admiration pour Pessoa qui a si bien raconté Lisbonne, presque de manière onirique d'ailleurs. Et donc je me suis dit, tiens, un jour j'irai dans un livre à Lisbonne. Mais comme l'état d'esprit et l'âme de cette ville sont si forts, j'ai voulu en faire un vrai personnage du livre. C'est-à-dire qu'il y a l'homme, il y a la femme dans ce roman, Les Passants de Lisbonne, mais il y a la ville. La ville existe au moins autant qu'eux. Il y a un point commun entre la Californie et Lisbonne, c'est évidemment le tremblement de terre. C'est le tremblement de terre, bien sûr, puisqu'il y en a eu un qui a dévasté évidemment Lisbonne en 1755. Et il y a d'autres points communs entre San Francisco et Lisbonne, puisque c'est que le pont du 25 avril qui est à Lisbonne est une réplique exacte d'un pont de San Francisco. C'est également une ville en colline, c'est également une ville avec des tramways. Donc il y a énormément de points communs. Et d'ailleurs, à un moment dans le livre, il le lui dit, mais quand même, ça vous a pas échappé qu'il y a des ressemblances. Et elle dit, vous croyez que c'est mon inconscient qui a parlé? Donc voilà, c'est aussi s'amuser quand on est écrivain, essayer de trouver des correspondances entre les lieux. Ces personnages sont éloignés l'un de l'autre d'une certaine façon. Ils vont se retrouver et ils vont nouer une relation spécifique, particulière. Oui, c'est pas de l'amour parce qu'ils n'en sont pas là ou pas peut-être capables. C'est pas de l'amitié parce que c'est plus que ça. C'est une forme de fraternité inventée ou en tout cas j'appelle souvent ça une étreinte de naufragé. Vous savez, c'est que vous êtes sur un bout de bois ballotté sur l'océan parce que le bateau vient de sombrer et puis il faut se rattraper l'un à l'autre, s'accrocher l'un à l'autre pour essayer de ne pas se noyer. Et c'est ça au fond. Et en même temps, c'est des gens qui ne se sont jamais rencontrés mais qui se reconnaissent au premier regard. Donc ça fabrique quelque chose, une espèce d'intimité évidente et de nécessité de l'autre. Donc ils sont dans ça et ils ont compris assez rapidement l'un et l'autre que c'est grâce à l'autre qu'ils pourront se reconstruire. Donc ils sont un peu la bonne fée de l'autre sans l'avoir décidé. Vous citez ce formidable écrivain portugais Pessoa, oui. au tout début de votre livre qui écrit la chose suivante. Quand viendra le printemps, si je suis déjà mort, les fleurs fleuriront de la même manière et les arbres n'en seront pas moins verts qu'au printemps dernier. La réalité n'a pas besoin de moi. C'est terrible cette phrase. Ah, C'est-à-dire qu'en même temps, les choses continuent sans nous. C'est-à-dire que c'est à la fois merveilleux que le monde continue et que les cycles se produisent et que les saisons reviennent. Et puis à un moment, on n'est plus là. On a disparu. Et ça m'intéresse, cette idée de la disparition, cette idée de l'irrémédiable, cette idée que quelque chose s'arrête en un instant ou que ça s'écoule comme du sable entre les doigts, mais que ça se termine, que c'est fini. Voilà, qu'on est de la poussière, mais que la terre et le reste continuent. Donc c'est bien que le monde continue, la vie continue. Et c'est ça, ce livre. C'est des gens ont disparu et d'autres sont sommés de rester vivants, sont sommés de continuer, sont sommés de continuer le monde et la vie. C'est pour ça que vous reprenez aussi cette phrase de Frédéric Mitterrand. Parfois, le désespoir est un sentiment calme. Ah oui, parce que elle est belle cette phrase. C'est une phrase sublime dans un livre magnifique qui est Lettres d'amour en Somalie, qui au fond est aussi une forme d'inspiration pour les passants de Lisbonne, parce que dans Lettres d'amour en Somalie, Frédéric Mitterrand
quittait la France. Il allait en Somalie pour essayer de guérir d'un amour perdu. Il avait été quitté, il était dans une espèce de chagrin terrible et il se disait je vais mettre des kilomètres entre mon chagrin et moi. Voilà, et il allait là-bas. Et en même temps, il essayait au milieu de cette zone un peu en guerre et terrible de la Somalie, il était ancré dans son désespoir et en même temps, voilà, il y avait quelque chose comme une forme de tranquillité terrible autour de lui. Et donc voilà, le désespoir et le sentiment calme, je trouve que c'est une phrase du début du livre qui est magnifique. Mais Philippe Besson, bon, on connaît enfin, plus ou moins, et on sait que Lisbonne, c'est une ville baignée de mélancolie, baignée de saudade, comme disent les Portugais, puisque c'est un mot intraduisible. Intraduisible, oui. Disons, disons que nous le traduisons par mélancolie. Est-ce qu'on peut construire quelque chose quand on est baigné dans une telle atmosphère? Eh bien moi je crois que oui, justement. Je crois que cette mélancolie, elle n'est pas une forme de résignation chez les Portugais, pas du tout. C'est-à-dire que c'est une mélancolie qui est teintée d'espérance. Ce qu'il y a dans l'âme portugaise, c'est cette volonté quand même de renaissance, de rédemption, de résilience, de s'en sortir, d'être quand même dans une espèce de forme d'art de vivre et de volonté de continuer. Donc moi, j'aime ça chez les Portugais. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a de la douceur, il y a de la tristesse, c'est mélangé, mais c'est encore de la vie. Je disais tout à l'heure, au tout début de cette rencontre, que vous avez publié donc des romans depuis une quinzaine d'années, un par an. Voilà. Donc c'est le Besson le Cru 2016, oui. Les Passants de Lisbonne, que je montre à nouveau. Mais il y a maintenant le Besson homme de théâtre. Hein. Oui. Vous avez là rencontré pas mal de succès, beaucoup de succès même, avec une pièce qui a pour titre donc un tango au bord de mer. Ouais. Écoutez, une expérience toute nouvelle qui m'a enchanté. J'ai longtemps tourné autour du théâtre et longtemps hésité. C'est-à-dire que je pense que c'est pas parce qu'on sait à peu près écrire des romans qu'on sait écrire du théâtre. C'est pas du tout le même exercice. D'ailleurs, quand vous regardez, il y a assez peu de romanciers qui soient dramaturges. Vous aviez côtoyé Chéreau quand j'avais côtoyé évidemment Chéreau, bien sûr. Mais et puis j'ai la chance d'avoir côtoyé de grands hommes de théâtre aussi, en plus de Chéreau. Mais justement, j'étais dans une logique d'admiration et je regardais le théâtre en levant les yeux. Donc c'est très compliqué d'aller au théâtre quand vous êtes autant dans cette admiration. Et puis encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'exemples de romanciers qui sont également dramaturges. Dans l'histoire récente, c'est assez peu fréquent. Donc je me suis lancé avec beaucoup de précaution, de prudence et de modestie, persuadé que finalement ça n'intéresserait pas grand monde, cette première pièce écrite. Et puis finalement, elle a existé presque sans moi, presque malgré moi, parce qu'un metteur en scène, Patrice Kerbrat, qui a beaucoup mis en scène Yasmina Reza, parce qu'un comédien, Jean-Pierre Bouvier, qui est un grand comédien de théâtre, qui était au Français à une époque, a eu envie de jouer ce personnage. Et c'est parti d'abord un peu en Belgique, et puis ensuite c'est venu en France, au théâtre public, théâtre 14, puis au théâtre privé, au théâtre du Petit Montparnasse. Et voilà qu'on a joué cette pièce près de 170 fois. Et c'est un bonheur parce que quand vous écrivez des livres, c'est un grand bonheur, mais vous ne savez jamais ce que votre lecteur en a pensé. Vous n'êtes pas là quand il lit. Il vous dit parfois, des semaines après, quand il vous croise dans une librairie ou un salon du livre, qu'il a été ému, et vous en êtes ému en retour. Mais quand vous êtes au théâtre et que vous êtes dans la salle et que vous entendez vos mots, dit par un comédien, quand vous voyez ce que vous avez écrit incarné et quand vous entendez le souffle du public et sa réaction immédiate à ce que vous avez dit, il y a quelque chose de totalement fascinant. Vous et étiez totalement là 170 soirs pour le constater? Non, je n'ai pas été là 170 soirs, mais j'ai été là au moins une vingtaine de soirs. Et c'est étrange parce que j'entendais à chaque fois les gens dire ça n'est jamais la même chose tous les soirs. Je disais mais c'est n'importe quoi, évidemment que c'est la même chose tous les soirs. Et bien maintenant je sais que c'est faux, qu'effectivement ça n'est jamais la même chose tous les soirs, que à chaque fois il y a une qualité d'écoute différente, qu'à chaque fois les comédiens font des choses qu'ils n'avaient pas faites la veille, que parfois d'ailleurs ils se trompent ou ils se plantent ou ils sont moins bons, parfois ils sont excellents. En tout cas c'est un art vivant, c'est un art mobile, c'est-à-dire que rien n'est jamais comme la veille et comme ce sera le lendemain. Donc c'est une chose qui m'a profondément plu et qui m'a donné envie d'en écrire une deuxième. Le théâtre est éphémère, hein, ça n'est pas un art coulé dans le bronze. Alors voilà, donc maintenant, vous trouvez vous avez découvert le goût du théâtre, une deuxième pièce est en cours d'écriture? Oui, alors je l'ai finie, elle est adaptée d'un de mes romans. Là, j'avais envie depuis longtemps d'essayer de trouver une adaptation de ce roman qui avait un dispositif très théâtral, qui est l'arrière-saison. Oui. Et donc j'ai écrit une pièce tirée de ce roman, et voilà, on va essayer de la jouer, j'espère, au début de l'année 2017. Et ce sera sans doute 4 ou 5 personnages. Et il y aura effectivement 4 personnages, et ça sera sans doute au Théâtre de Paris. Donc on est assez content de cette histoire. Voilà, on verra.
Ben, je pense que ça se passera très bien. Après Lisbonne, où allez-vous pour nous donner une idée Ah, de, voilà, de votre je ne prochain... peux pas parler des livres tandis que je les écris. J'ai une forme de superstition qui est que c'est très compliqué de parler d'un livre alors qu'il est là, en train de se faire, parce qu'on n'est jamais certain qu'on ira jusqu'au bout, parce qu'on n'est jamais certain qu'il ne va pas nous échapper à un moment ou un autre, ou qu'on ne va pas, voilà, ne pas y arriver. Donc non, mais vous le saurez l'année prochaine, on Ben, sera là je le pour en saurai l'année discuter. prochaine. On sera là, on sera là, on sera là. Merci beaucoup, Philippe Besson. Les Passants de Lisbonne, votre nouveau livre de cette rentrée de janvier, publié donc aux éditions Julliard. Un livre, évidemment, je vais encore une fois me répéter, mais parce que Lisbonne est là pour le dire, à la fois plein de mélancolie, mais aussi d'une écriture que j'aime bien, qui est toujours très précise, très juste et pleine de sentiments, mais en même temps qui n'est pas avec des sentiments qui ne sont pas là d'une façon abusive. Mhm. Disons que vous êtes toujours en retenue. J'essaye. Hein. J'aime bien la pudeur. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Merci Philippe.